cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue dans votre nouveau numéro de votre magazine avec Floride. Aujourd'hui, un nouvel invité. Il s'appelle Manix, Maître Manix Iyenda. Il est avocat de formation, analyste politique des questions d'actualité en République démocratique du Congo, mais il est également adhérent à la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Avec lui, nous allons nous pencher sur quelques sujets brûlant de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Manix Iyenda, notre invité, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation pour cette première participation dans cette émission. Merci beaucoup, Monsieur Floride Zantoto. C'est à moi de vous dire merci. C'est un privilège de participer à ces sacrés plateaux. Je pense qu'au menu de nos échanges, on mettra le Congo parce qu'au-delà de nos clivages, au-delà de nos tendances, au-delà de nos mouvances idéologiques, le Congo demeure notre dénominateur commun. Voilà, on va parler du Congo. Mais sommes-nous, ou suis-je obligé de vous poser les questions qui me traversent la tête? Toutes les questions? Avec plaisir. Voilà. Alors Manix, première question, main sur le cœur, nous allons parler du Congo, de la République démocratique du Congo. Quel est aujourd'hui, vous en tant qu'analyste politique, votre regard sur la marche du pays? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on a reculé? Ou sommes-nous dans une situation stagnante? Annecy. Moi, je pense que le Congo est en train d'avancer du moment où nous sommes en train de résoudre un certain nombre de problèmes. C'est vrai, le pays, en termes de problèmes, contient beaucoup de choses à revoir dans pratiquement tout le secteur de la vie nationale. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du président de la République, avec son engagement, son abnégation, je pense qu'il y a bien de choses que nous sommes en train de préserver en termes d'acquis, que nous devons davantage consolider et léguer pour la génération future. Si vous regardez par exemple sur le plan politique, il y a autant des valeurs que nous avons cristallisées comme valeurs à relayer, à maintenir comme acquis, notamment la valeur de la redevabilité, cette culture de rendre le compte de manière permanente au peuple congolais. Nous l'avons vu dans le chef de ceux qui gouvernent le pays, sous la houlette du président de la République. Aujourd'hui, la démocratie comme patrimoine à préserver, nous l'avons étendu tant sur le plan national que sur le plan provincial, tant sur le plan local, tout en touchant même le coin le plus reculé de la République. Vous avez vu, la CENI a organisé les élections au niveau de la municipalité. Et donc aujourd'hui, s'il faudrait parler du développement, on parlera du développement, mais aussi au travers les entités territoriales décentralisées. Si vous regardez par exemple le secteur de transport, c'est vrai, il y a encore de problèmes, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été réalisées dans ces secteurs-là, autant pour l'éducation, la santé, qui fait d'ailleurs ce qu'on appelle le capital humain, la gratuité de l'enseignement, avec des conséquences très positives, l'accès des enfants congolais dans le circuit de scolarité des bases. Aujourd'hui, on parle en termes de 4 500 000 enfants, et il y a même la réduction de ce grand taux, parce qu'autrefois, le Congo a été considéré comme l'un des grands pays le plus analphabète du monde. Aujourd'hui, l'accès des enfants congolais dans le circuit de scolarité des bases réduit sensiblement et permet aux enfants congolais de lire, écrire
est calculé. Et donc, il y a bien de choses qui sont faites. Et nous demandons au président de la République, ensemble avec le gouvernement, de maintenir l'élan. Mais ce qui est mieux, c'est de faire plus. Parce que le Congolais a besoin des solutions aux problèmes qui ne cessent de guetter notre estimé peuple. Alors, vous avez dit que nous avons avancé. Alors, on va se situer à partir de l'année 2018, l'année à partir de laquelle le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris le pouvoir. Est-ce qu'à partir de cette année jusqu'à aujourd'hui, de façon concrète, si on regarde les conditions de vie de la population congolaise, en quoi ces conditions se sont-elles améliorées jusqu'aujourd'hui? Bon, vous savez, très généralement, les gens veulent évaluer le mandat du président Tshisekedi autant pour l'action du gouvernement. Oui, c'est vrai, il faut évaluer. Mais le premier exercice à faire, c'est de faire d'abord l'état de lieu. Le diagnostic, comment le président Tshisekedi a trouvé le pays. Alors on commence par là. Quels sont les défis à relever et quelles sont les perspectives pour l'avenir? Déjà que je vous ai dit que le Congo est un grand chantier. Exactement. Il y a des problèmes dans tous les secteurs de la vie nationale. Le président Tshisekedi a trouvé le Congo dans une phase d'insécurité qui ne dit pas son nom. Le président Tshisekedi a trouvé le Congo dans une précarité, je dirais précarité sociale légendaire. Le président Tshisekedi a trouvé le Congolais sombré dans un bourbier de désespoir. Et donc aujourd'hui, il s'appuie sur ces trois leviers que lui considère comme une tridimensionnalité des valeurs, parce qu'il parle de la renaissance, il parle du développement et il parle de la crédibilité du Congo. Il faudrait procéder par les méthodes de réanimation d'un État qui était pratiquement dans un état d'évanouie, un état de coma, un état d'inertie totale, parce que le Congo ne pouvait plus se prévaloir d'un État souverain, ne serait-ce que dans le concert de nations. Vous savez, la question de la crédibilité internationale du Congo, on ne prenait pas part dans les différents forums internationaux. Le Congo n'avait aucune crédibilité, même au sein des organisations internationales. Tshisekedi arrive avec une diplomatie très bougée, très dynamique. On obtient d'abord, premier résultat très positif, la suppression de ces régimes de notification préalable auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'achat d'armes, surtout pour un Congo qui est victime des agressions venant du Rwanda sous le M23, vous le savez. Et aujourd'hui, le narratif même de la communauté internationale a changé. Sur ce point de vue, qu'est-ce qui a changé d'abord au Congo? Non, mais d'abord, le problème est très profond. Nous l'avons toujours qualifié d'une guerre asymétrique avec plusieurs connotations. Vous ne pouvez pas aujourd'hui refuser le fait que les multinationales sont sérieusement impliqués dans cette histoire pour qu'on parle de l'insécurité dans la partie Est. Et donc, le combat est d'abord un combat, je vais dire un combat diplomatique, un combat d'intérêt économique, un combat de positionnement entre États. Parce que le Congo aujourd'hui est victime de ses ressources naturelles, est victime de cette convoitise réalisée par les États voisins qui agressent le Congo en pillant nos ressources naturelles. Et donc, il faudrait administrer effectivement des différentes politiques managériales. C'est vrai, c'est ce que fait le président de la République pour préserver le Congo face à ses détracteurs. Mais il faut commencer par la diplomatie. Une guerre diplomatique commence par la diplomatie et se termine par la diplomatie. Et c'est comme ça que je vous ai dit, sur le plan diplomatique, c'est vrai, nous avons un certain nombre de points très positifs. Je l'ai dit, le président de la République a obtenu le plus grand privilège de changer le narratif de la communauté internationale. Mais ce qui reste, c'est maintenant la sanction, eu égard à cet État voyou que nous considérons comme l'agresseur du Congo. Mais au-delà de cela, il y a plusieurs dimensions de la guerre. Au-delà de la dimension diplomatique, au-delà de la dimension militaire, parce qu'aujourd'hui, il y a même la loi de programmation. Il y a un ajout très complémentaire en termes d'augmentation de la rubrique budgétaire destinée à ces secteurs de sécurité et défense. Aujourd'hui, on parle de plus de 1 milliard de dollars pour l'armée congolaise. Il y a aussi la dimension judiciaire. Vous savez, aujourd'hui, sous l'impulsion du président de la République, il y a un cabinet des avocats internationaux et des avocats du pays qui ont créé effectivement une dynamique nationale
pour traquer. Ce n'est qu'une mise en place qui n'a pas encore produit des effets escomptés sur le terrain. Non, mais justement parce que... Ce n'est qu'une approche jusque-ci. Non, mais c'est une approche qui n'a pas existé dans le temps. Aujourd'hui, vous savez que nous faisons même une guerre médiatique, une guerre de communication. C'est deux choses qu'on n'a pas connues. Aujourd'hui, il ne faudrait pas exiger une façon de faire au président Tshisekedi pour deux choses dont il n'est pas responsable. C'est vrai, il est responsable de tout ce qui se passe au pays par le fait qu'il soit président de la République, bénéficiant d'un quitus du peuple. Mais qui est les géniteurs du malheur de Congolais? Ce n'est pas Tshisekedi. Mais qui sera celui qui viendra avec les solutions aux problèmes de Congolais? Alors là, on dira, c'est le président Tshisekedi. Et pour ça, il faudrait du temps. Pour ça, il faudrait un engagement. Pour ça, il faudrait un accompagnement. Pour ça, il faut le moyen nécessaire pour traquer l'ennemi et arrêter carrément l'hémorragie de l'insécurité. Alors, comment se faire prévaloir des résultats diplomatiques de la part de la République démocratique du Congo, de la part de la diplomatie congolaise, alors qu'au même moment, l'Union africaine, il y a quelques semaines, signe un contrat avec un pays agresseur qui est le Rwanda. Non. Ça veut dire que d'une part, il y a eu vraiment échec. Cette diplomatie, vous l'évaluez en fonction de quoi? Non, mais il faut faire la part de choses. Oui. L'Union africaine, c'est une organisation... Je parle de l'Union européenne. Enfin, l'Union européenne, c'est une organisation internationale qui regroupe des États. Et dans le champ d'action de l'Union européenne, il y a cette brèche reconnue de collaborer avec tous les États. Ça dépendra de motifs pour lesquels l'Union européenne a un État adopté. Agresseur. Un État agresseur, mais il n'est pas agresseur de l'Union européenne. Il n'est pas agresseur d'un État comme la France, la Belgique. Il est l'agresseur du Congo. Alors, quel est l'effort diplomatique que le Congo a fait pour que, finalement, cet accord n'existe pas? Je vous ai dit que la démarche du gouvernement, autant pour le président de la République, s'appuie à tout le niveau. C'est vrai. On rappelle d'ailleurs de manière permanente la passivité de la communauté internationale eu égard à cette barbarie diligentée par M. Paul Kagame en créant de désastres dans le territoire congolais. On le rappelle de manière permanente. Vous n'avez pas oublié le fait que le président de la République, du haut de la tribune des Nations Unies, a rappelé le fait que le Rwanda a agressé le Congo. Il y a bien de rapports, même le rapport des Nations Unies, qui accuse aujourd'hui, même l'Union européenne que vous avez citée, a changé le discours. Autrefois, on s'accrochait un peu dans ces petits alibis du Rwanda pour dire le problème du Congo, c'est un problème entre Congolais. Mais aujourd'hui, ces discours n'existent pas, ne serait-ce que dans le caractère de la communauté internationale. Et donc, ils sont bien d'accord que c'est le Rwanda qui agresse le Congo, mais il faudrait monter les caps. Je vous ai dit, au-delà de la déclaration, au-delà d'une position aujourd'hui connue, mais il faudrait infliger des sanctions contre le Rwanda parce que nous sommes dans un cadre où un État ne peut pas agresser un autre État. Et donc, je pense que l'Union européenne devra recadrer un peu ses tirs pour bien orienter ses politiques diplomatiques vis-à-vis des États africains. Alors, sur le plan économique, on a connu un ministre de l'UDPS qui a été à la tête du ministère des Finances. À un moment, il a été plébiscité comme étant l'un des meilleurs ministres parce que le budget de la République démocratique du Congo est monté en flèche, mais un budget assez colossal, contrairement à ses prédécesseurs, mais un pouvoir d'achat pour la population faible, une inflation qui monte. Comment expliquez-vous ce contraste, vous, en tant qu'analyste politique? Vous l'avez appelé contraste, oui, c'est vrai, c'est un paradoxe. Le plus inacceptable d'ailleurs, un paradoxe très nauséabond. Vous l'avouez? En même temps, oui, je l'avoue, parce qu'on a toujours été sous ces paradoxes-là. En même temps, un pays très riche avec un peuple qui demeure très pauvre, ça ne s'explique pas. Et donc aujourd'hui, il faudrait servir le peuple de manière concrète avec des résultats dans chaque action menée par le membre du gouvernement. C'est vrai, on peut parler de l'augmentation du budget de 5 milliards à 16 milliards. Mais il faudrait encore bien analyser sur l'effectivité même de ce budget. Parce que le budget, comme vous le savez, c'est... Vous êtes dubitatif par rapport à ce budget? Je suis très dubitatif parce que sur le plan économique et sur le plan social, les réalités demeurent évidentes. Oui, le budget de 16 milliards. Mais dans réalité évidente, c'est-à-dire évidente? Non, mais les réalités évidentes, c'est qu'au-delà de la projection budgétaire voulue par le gouvernement, il y a une réalité. Est-ce dans le trésor, nous avions eu 16 milliards de dollars? Je dis non. Est-ce
Le gouvernement a permis à ce que nous puissions atteindre les assignations faites au travers chaque rubrique budgétaire de tout le secteur de la vie nationale. Je dis non. Et c'est par là qu'on recourt à cette méthode de gestion sur base caisse. Qu'est-ce que nous avons dans le trésor? Et nous allons résoudre le problème du Congo par rapport à l'argent que nous avons dans le trésor public de l'État. C'est cela la réalité. Et donc aujourd'hui, moi je pense qu'il y a bien de choses à faire. On peut résoudre le problème du Congo. On peut résoudre le problème du Congolais, mais si seulement nous mettons du sérieux. Vous avez cité le nom du ministre de l'économie, bien que vous le qualifiez de ministre de l'UDPS, même si moi je sais que le ministre de l'UDPS n'existe pas. Il n'existe que le ministre de la République. Allons-y. Alors, ces ministres de la République, il est tombé dans deux dossiers quand même très sensibles. Affaire lampadaire, comme vous le savez. Forage. Affaire forage. Et bien d'autres d'ailleurs, marchés qu'il aurait donné à sa famille biologique. Mais c'est au détriment du peuple. Alors que le même peuple qui a donné son cutus au président de la République avait rappelé au président. Félix Tshisekedi, Kobo Sanate, Papa Lobaka, le peuple d'abord. Est-ce aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'affaire lampadaire, l'affaire forage, nous pouvons dire que c'est le peuple d'abord? Je dis non. Et donc aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a d'autres collaborateurs, c'est vrai, qui travaillent avec le président de la République, mais qui ne facilitent pas la tâche. C'est comme ça que moi j'ai toujours dit, tout celui qui bénéficie de la nomination par l'ordonnance du président de la République, qui n'accomplit pas correctement la tâche, eh bien celui-là peut être qualifié comme l'opposant du président Tshisekedi. Donc aujourd'hui, on peut dire que Nicolas Kazadi a été l'opposant, le vrai opposant farouche. Non, mais tout celui qui n'arrive pas à satisfaire les déshydratats du peuple devient l'opposant du président. Parce que le président a prêté serment de servir loyalement le peuple congolais. Et lorsque le président vous nomme, ce n'est pas pour servir le président et sa famille. Moins encore, votre propre famille, c'est pour servir le peuple. Et donc, tout celui qui s'inscrit dans une voie contraire, je le considérerai comme un opposant du président Tshisekedi. Mais dans tous les salons où il sépare les questions de la République, il se dit aussi que le président a un problème à travers ses choix, ses propres choix. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est une évidence, ça c'est vrai. C'est vrai, on voit... Le président choisit mal. Non, le président fait confiance à des gens qui ne le comprennent pas. Le président confie les tâches, des responsabilités à des gens qui ne mesurent pas l'ampleur de la gravité de problèmes de notre pays. Dites ça autrement, le président choisit des personnes non compétentes, c'est ça? Le président choisit des personnes qui n'arrivent pas à se mettre à la hauteur de leurs fonctions. Mais ce n'est pas tout le monde quand même. Regardez aujourd'hui, le président a fait confiance à un jeune dans un poste de responsabilité très sensible et dans une période très sensible. Je parle du secteur de la justice, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui est du ressort de l'opposition politique, comme nous le savons. Le président a fait confiance. Mais non, après, c'est le rôle, c'est le travail, c'est la responsabilité de ces jeunes Constant Moutamba de pouvoir accomplir les missions qui lui sont dévolues, d'abord par le programme du gouvernement, autant pour la vision du président de la République. Et le fait qu'il va faire le contraire, qu'est-ce qu'on va dire? Ce n'est pas un problème du choix du président de la République, mais plutôt un problème de l'animateur qui a été choisi dans un contexte précis, mais malheureusement, qui ne comprenait absolument rien. Et donc, ce n'est pas le problème du président. Regardez un peu dans la philosophie d'action du président de la République. Il a pratiquement opté pour la méthode de M. Mobutu lorsqu'il a fait recours à la diaspora zaïroise de l'époque. Autant pour le Congolais d'ici. Le président, lorsqu'il a fait recours à la diaspora, ce n'était pas pour laisser ces gens-là dans une sorte de récréation interminable. Ce n'était pas pour laisser ces gens-là considérer le Congo comme un terrain d'entraînement afin de s'enrichir au détriment des Congolais. Il les a appelés parce que le président a fait confiance à leur niveau d'études, à leur background, à leur parcours et leur expérience. Mais malheureusement, ces gens-là sont arrivés aujourd'hui. Diaspora. Je parle de la diaspora. Niveau d'études. Ben, c'est vrai. Ça a été décrié, la plupart d'entre eux. Non mais écoutez, il y a bien de gens, moi je connais de la diaspora, qui portent des diplômes, qui ont un parcours indiscutable, mais dans la gestion. Quel résultat? Ça pose problème. Si aujourd'hui on parle de la jouissance, c'est par rapport à cette vague de la diaspora qui est venue.
et qui malheureusement n'a pas compris les défis à relever. Et c'est cela le problème. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, le président Tshisekedi a désorienté sa politique des nominations, cette fois-ci braquée sur les femmes et sur le jeune. Aujourd'hui, vous avez une femme à la tête du gouvernement. Autant de ministres dans de postes de responsabilité, des ministres femmes. Vous avez de jeunes. Et donc, à ce gens-là, d'accomplir scrupuleusement les missions dévolues et de remplir avec loyauté la mission de servir le peuple. Alors, quand on regarde aujourd'hui les conditions complexes, économiques, sociales et voire politiques, est-ce que vous estimez qu'un gouvernement avec autant de membres faciliterait la tâche à la Première ministre de pouvoir répondre aux questions fondamentales de la République? Bon, moi 53, 54 membres. 54 membres par rapport à la taille d'abord du pays, je vois qu'il y a compatibilité. 54 gouvernements. Je vois qu'il y a compatibilité, pas incompatibilité. Je crois que c'est très proportionnel par rapport à la taille du pays, par rapport à la démographie du pays, par rapport à la gravité de problèmes dans chaque secteur de la vie nationale. Nous avons des problèmes pratiquement partout. Cet argument-là ne va pas passer. Hein. Non, mais écoutez, mais c'est cela la réalité. Devant les évidences, on ne discute pas. On a besoin. Le problème, ce n'est pas la taille du gouvernement. Mais justement, si le problème n'est pas la taille, pourquoi vous dites ça? Le problème, c'est un gouvernement composé des personnes compétentes qui vont apporter la solution. Mais justement, des solutions. Nous avons besoin d'un gouvernement, que ce soit de 30 personnes, de 54 personnes, mais un gouvernement qui sera là pour résoudre le problème de Congolais. C'est cela le problème. Quand vous regardez les secteurs comme, je prends le secteur agricole. Allez-y. Un pays comme le Congo, déjà nous avons des avantages énormes pour nourrir le Congolais, pour assurer l'autosuffisance alimentaire et pareil pour protéger, ne serait-ce que l'Afrique du point de vue alimentaire. Oui. Parce que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, 40 millions de terres irrigables. Nous avons plus de 26 sites greniers. Toutes les terres de notre pays sont fertiles et cultivables. C'est-à-dire nous pouvons faire de l'agriculture au point de nourrir le Congolais. Cette histoire de manger matin, midi, soir, c'est très possible si nous avons des ministres sérieux qui comprennent. Mais ces secteurs ne marchera pas seul s'il n'y a pas une certaine dynamique, par exemple dans le secteur de l'économie. S'il n'y a pas une certaine dynamique dans le secteur de finance. Parce que le secteur de finance vaut son pesant d'or pour booster les secteurs de l'agriculture. Imaginez, on accordait quand même un crédit à un agriculteur capable d'acheter ne serait-ce qu'un tracteur. Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi, nous allons augmenter en termes de production la production locale qui existe déjà. Et donc aujourd'hui, on n'est pas obligé d'opter pour une forme d'agriculture moderne qui demande de moyens, des industries, des machines qui, par conséquent, demandent le moyen, de l'argent. On peut rester dans cette forme de l'agriculture artisanale, mais tout en accordant aux agriculteurs, les agents principaux du secteur de l'agriculture, la possibilité d'acheter des matériels, des tracteurs pour augmenter la production locale. Vous avez oublié que dans ce pays, on a parlé des maïs, des bois-manda, on a parlé de Fufua Bakongo dans ce pays. Dans ce pays, on a parlé des riz, on a parlé de tout ici dans ce pays. Dans ce pays, on a parlé même des opérateurs économiques qui œuvraient dans ce secteur-là, les Tantukantsebou et tout le reste. Mais c'est l'UDPS au pouvoir qui devait faire renaître l'espoir. Non mais justement, est-ce qu'aujourd'hui que vous savez que la politique en termes de semences s'est améliorée, a beaucoup poussé parce qu'il y a l'impulsion du président de la République. Ça n'a pas commencé aujourd'hui? Non mais regardez le service national. Oui. Qui jusque-là a utilisé seulement 4000 hectares, mais avec comme résultat sur terrain plus de 30 000 tonnes de maïs produits par le service national. Alors nous en avons combien en termes d'hectares des terres arables? Je l'ai dit au prologue de mon intervention, 80 millions. C'est-à-dire qu'il y a une politique qui est déjà menée, il y a la volonté très claire de pouvoir diligenter ou développer ces secteurs, mais il faudrait accompagner de moyens, il faudrait mettre de personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Il faudrait résoudre définitivement le problème de l'argent pour résoudre le reste des problèmes. Mais pendant ce temps, le PAM alerte que des millions d'enfants congolais meurent de faim au Congo. C'est une réalité.
mais les proportions sont diverses par rapport avant l'avènement du président Tshisekedi. On va parler un peu des députés. Quand on regarde la situation du Congolais moyen, une situation déplorable, catastrophique, mais quand on regarde ceux qui représentent les Congolais au niveau du Parlement, sénateurs, députés nationaux, ils gagnent assez beaucoup d'argent. Quel est votre regard aujourd'hui? Combien, à votre avis, devrait gagner un député congolais au regard de nos ressources, au regard de notre situation? Bon, moi je pense que d'abord, il y a beaucoup de choses à dire au sujet de notre Parlement. Déjà, moi je ne suis pas d'accord avec le nombre pléthorique des députés au sein de l'Assemblée nationale. 500, c'est quand même beaucoup. Comment ça beaucoup? Mais au regard de l'immensité de notre pays. Non, mais si vous avez... Le pays est grand. Non, mais attention, si vous avez 100 personnes Oui. qui réfléchissent sur les questions de l'État, mais ça suffit. Alors, dans ce cas, ayons aussi 16 ministres ou 20. Non, mais écoutez... Ça contredit votre... Non, mais ça ne contredit pas. Allez-y. Moi, mon problème, c'est que je voudrais revenir dans votre logique de la réduction de train de vie des institutions de la République. Allez-y. C'est vrai. Oui. On peut avoir un gouvernement de 54 ministres. Par rapport à l'immensité démographique du pays, je dis, ça reste proportionné. Nous sommes un pays avec une démographie qui avoisine aujourd'hui 100 millions de Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, si je prends seulement, permettez-moi de prendre cette brèche, sur le plan sécuritaire, pour que l'on assure, par exemple, la sécurité civile, il faut le nombre de policiers soit au moins conforme au nombre de la population à protéger. C'est-à-dire qu'il faut partir selon la logique d'un policier doit protéger combien de Congolais. Aujourd'hui, si vous regardez l'effectif de la police par rapport au nombre de populations qui existent, il est faible. C'est tellement faible. C'est comme ça que je vous dis, par ça veut moment, dire que nous avons besoin des animateurs, plus d'animateurs pour résoudre l'immensité des problèmes qui existent. Ça, c'est un fait. Mais je reviens maintenant sur la question du Parlement. Parlement, oui. Je dis 500, c'est beaucoup. Avec 100, 150 au maximum, 200, on peut résoudre tout le problème parlementaire, je pense. Parce que si vous prenez les 500 députés, vous prenez les 2 assistants qui accompagnent chaque député, vous prenez encore l'administration du Parlement, l'administration de l'Assemblée nationale, et ben c'est un personnel très pléthorique et ça coûte beaucoup à la République. Et donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal que l'essentiel de l'argent que nous mobilisons à travers les régies financières du pays soit affecté juste pour les dépenses courantes. Maintenant, quand est-ce qu'on va résoudre le problème de Congolais? Et puis, toujours sur cette question du Parlement. Aujourd'hui, je me sens dans l'obligation d'élaguer quand même cette forme de mensonge qui existe. Laquelle? Il y a des gens qui disent qu'ils ont réduit le montant ou les émoluments de députés de 21 000 $ à 5 000 $. Ça, c'est faux. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Donc, le président Vital Kamerhe a menti? Non, il a menti. Sur une chose. C'est quoi la vérité? Non, mais la vérité, parce qu'il a été contredit même par Fayoulou. Bon, la vérité, c'est que... Moi, je reste d'abord sur le plan sémantique. Allez-y. La vérité, c'est qu'ici, on n'a pas réduit les émoluments de députés. On a plutôt fixé les émoluments de députés. Parce qu'on réduit les émoluments qui a été déjà au préalable fixés. Et dans chaque législature, les députés ont la responsabilité, effectivement, de fixer leurs propres émoluments. Chaque législature. Chaque législature. Donc, je voudrais vraiment que M. Vital Kamerhe essaye d'écarter... Est-ce que cette fixation n'est pas partie d'une réduction? Non. Non, pas du tout. Mais je vous ai dit, la logique est qu'on réduit ce qui existe déjà. Ici, on ne réduit pas, on fixe. Et les députés ont fixé. Mais il y a un détail que les gens peut-être qui échappe pas attention, qui échappe au commun des mortels. Oui, les députés aujourd'hui touchent 5 000 $ en raison de 14 millions de francs congolais. Maintenant, le membre de bureau de l'Assemblée nationale touche combien? Je vous informe. Tous les membres du bureau de l'Assemblée nationale, que ce soit le bureau provisoire tout comme définitif, ne touchent pas moins de 50 000 $. Ils touchent plus. Membre. Lui-même, le président de l'Assemblée nationale, touche combien? En termes d'émoluments, de salaire, si vous voulez, et les avantages. En commençant par le rapporteur adjoint. Oui. On commence par 50 000. Aucun membre du bureau de l'Assemblée nationale touche moins de 50 000 $. Vous pouvez vérifier.
Mais Maintenant, si vous prenez 50 000 $ ou plus par rapport à 5 000 $ que touchent les députés aujourd'hui, comment on peut expliquer ces décalages? Est-ce qu'on veut créer un bureau de l'Assemblée nationale des nantis au détriment des députés nationaux qui représentent le peuple? Je dis, à ce niveau-là, je crois qu'il y a beaucoup de cacophonie. Et le président de l'Assemblée nationale devra être véridique, parce que la vérité n'a de sens que lorsqu'elle est totale et non partielle. Mais qui peut réglementer ça, à votre avis? Parce qu'on a toujours pleuré durant toutes les législatures que finalement, la vie normale aussi revienne aux députés, aux parlementaires. Ils mènent une vie qui est au-delà de la vie du Congolais moyen. Malheureusement, il n'y a que le député qui peut résoudre ce problème. Pas le président. Non, mais c'est un pouvoir législatif. Le président ne légifère pas le texte de la République. Le président reste au président de la République avec son autorité d'impulsion. Mais ce qui légifère, c'est les députés, c'est les sénateurs. Encore une fois, c'est aux députés et sénateurs d'être devant le rendez-vous de l'histoire. C'est à eux de trancher pour la destinée. Mais quel est le député qui va voter pour son propre désavantage? Mais ils l'ont fait. Vous avez dit, on vient de 21 000 $ à 5 000 $. Ils l'ont fait. C'est juste question de faire preuve d'un degré de maturité et d'être conscient de la misère dans laquelle notre peuple est sombré. Et aujourd'hui, le peuple pense que nous avons des députés conscients qui acceptent de réduire, mais il ne faudrait pas s'arrêter là. Vous avez réduit, certes, mais il faut maintenant augmenter de l'autre côté. Combien touche un magistrat? Combien touche un médecin? Un enseignant? Et tout le reste. Et donc aujourd'hui, nous voulons qu'effectivement, en voulant réduire le train de vie des institutions, mais qu'il y ait des impacts directs sur une autre catégorie de la population congolaise. Et c'est par là qu'on pourra parler du changement. Voilà, on va parler d'autres questions aussi en République démocratique du Congo, notamment la question sur les détournements massifs des fonds publics qui défrayent l'actualité. À l'époque du régime Joseph Kabila, on a parlé des détournements, on a accusé ces régimes, les personnalités de ce régime d'être à la base des détournements des fonds. Aujourd'hui, nous sommes avec un parti qui a lutté contre les abus, qui a prôné l'état de droit, mais il y a autant de détournements massifs en République démocratique. Qu'est-ce qui se passe, Manix? Je voudrais aller dans votre logique de comparaison. Époque de Joseph Kabila, époque de Félix Tshisekedi. Mais sous le règne de Joseph Kabila, tout celui qui était sous le viseur du détournement n'était pas arrêté. Et bien au contraire, il était primé. Vous détournez et puis après, on vous donne un autre poste de responsabilité ailleurs. On a parlé des 33 millions. Et vous pensez, maintenant, là, ça n'existe plus? Mais je peux vous citer des cas. Vous pouvez me dire, sous Joseph Kabila, ne serait-ce qu'un chef de quartier qui a été tombé dans le détournement et qui a été arrêté? Ça n'existe pas. Et maintenant, qui a été arrêté? Non, mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup de gens qui ont été arrêtés. Comme qui? Mais Vital Kamerhe a été arrêté. Il est où? Il est dehors. Pourquoi? Parce que la justice a tranché. La justice a tranché? Non, mais justement, la justice n'a pas pour rôle seulement de condamner, mais aussi de libérer. Si, après des enquêtes, après avoir établi les degrés de responsabilité pénale de la personne qui a été mise sous les viseurs de la justice a aussi la responsabilité de libérer. Mais il n'y a pas que Vital Kamerhe. Il aurait été condamné en dernier ressort d'abord. Non, mais justement, c'est cela la justice. Malade. Il y a des instances d'appel qui existent. Il y a des instances supérieures qui existent. En dernier ressort, même en dernier ressort. Non, mais écoutez, en dernier ressort, il n'a pas été condamné parce que c'est la Cour de cassation qui l'a finalement relâché. C'est ça le dernier ressort. Mais le problème dans ce pays, c'est ça. Même l'ancien ministre de la Santé qui avait été condamné pour des fonds du Covid a été libéré. Tout le monde est libéré. Non, mais ça écoutez, change quoi? L'ancien ministre de la Santé n'a pas été condamné. Il a été emprisonné. Oui. Et on suppose qu'il a été à garde à vue parce que son instruction n'était pas encore opérationnelle. Le juge n'était pas encore saisi et tranché et enfin condamné. Ça n'a pas été le cas. Les gens vous suivent. C'est comme ça qu'il a obtenu Oui. d'une liberté provisoire et aujourd'hui, il est libre. Revenons sur les détournements. Aujourd'hui, je veux vous dire que les détournements,
ça fait partie effectivement de cheval de bataille du président Tshisekedi. Ce n'est pas pour rien que le président Tshisekedi a activé l'inspection générale de finances pour mener son contrôle. Et en termes des patrouilles financières, mais aussi son contrôle a posteriori pour effectivement traquer les détracteurs au point de le conduire vers la voie de la justice. Mais revenons un peu à cet organe, l'inspection générale de finances. Est-ce que depuis qu'elle est active, opérationnelle, qu'est-ce qu'on a déjà obtenu comme résultat à votre avis? Non, mais allez consulter le résultat de l'inspection générale en termes de retombées liées à la patrouille financière, qui est un contrôle, le résultat d'un contrôle a priori. Beaucoup d'argent qui échappait à la République a été récupéré. Cet esprit criminel sur le plan économique a été arrêté, l'hémorragie a été arrêtée, parce que le contrôle a priori a pour but arrêter les tuyaux au travers lesquels les pratiques des détournements passent. Ce qui est contraire à un contrôle a posteriori où les détourneurs déjà matérialisent son action du détournement et après, l'IGF mène des enquêtes, il dresse les rapports et il donne à qui de droit. Et c'est à la justice de faire son travail, soit d'arrêter et soit de libérer. Ce qui n'est plus de la responsabilité de l'IGF. Mais lorsque l'IGF mène sa patrouille financière, ici l'IGF établit le principe de gestion. Ici, l'IGF met les gestionnaires de fonds publics de l'État devant une responsabilité d'orthodoxie financière, de gérer le fonds de la République tout en tenant compte des principes. Et d'ailleurs, si on reproche davantage l'ancien ministre de Finances, c'est simplement parce qu'il n'avait pas respecté la procédure d'affectation de fonds publics de l'État. Comment, dans un contexte comme celui-ci, vous pouvez débourser de l'argent en mode d'urgence sans respecter ne serait-ce que la logique de la chaîne des dépenses? Alors là, je crois qu'il y a l'intention de vouloir désorienter le fonds de la République. Comment vous pouvez imaginer? C'est ce qui me fait même très mal. Dans ce cas-là, qui a failli? C'est le ministre ou bien c'est l'IGF? Non, mais c'est les ministres, parce que c'est les ministres qui est l'ordonnateur de finances publiques de l'État. Il y a un monsieur qui a accusé d'ailleurs Mike Kassenga, la République devant la justice. Et la justice a condamné la République au bénéfice de cet homme qui exige réparation pour une arrestation arbitraire que la République doit les dédommager à la hauteur de 27 millions de dollars. Et qui a signé et a ordonné les décaissements à la Banque centrale pour payer cet individu? 27 millions de dollars, c'est M. Nicolas Kazadi. Encore une fois, en mode d'urgence. Maintenant, la question. Pourquoi les enseignants ne le payent pas en mode d'urgence? Le médecin, le magistrat, les fonctionnaires publics de l'État. C'est cela le comble, c'est cela le problème. C'est-à-dire nous avons aujourd'hui des gens qui ne mesurent pas l'ampleur de la pauvreté de notre peuple et qui met le président de la République en difficulté pour répondre le déshydratat de la population. À l'époque, si c'était le régime Kabila qui était accusé, maintenant on dira aussi c'est le régime Non, mais le régime Kabila a déjà été accusé par le peuple. Oui, maintenant c'est le Il régime... a même été déjà condamné par le peuple. Maintenant c'est le régime... Le régime de Tshisekedi a encore droit à une excuse parce que Tshisekedi essaye de faire des efforts que Kabila n'a pas fait. À chaque fois que le peuple se mettra devant le président Tshisekedi, le peuple se souviendra, ne serait-ce que de la gratuité de l'enseignement de base. Le peuple se souviendra, ne serait-ce que de la gratuité de la maternité. Le peuple se souviendra de quelques routes qui ont été créées. Le peuple se souviendra de l'Emba Imbu, cette usine de traitement d'eau pour desservir la population de Kinshasa. Le peuple se souviendra de cette grande centrale hydroélectrique qu'on a construite et inaugurée à Lualaba. Le peuple se souviendra de la redynamisation de la SNCC avec une dotation de 8 locomotives. Le peuple se souviendra de Kinshasa Arena. Le peuple se souviendra de ces prix de passeport qui est revu à la baisse. Ces prix d'avion pour un déplacement intérieur qui est revu à la baisse. Le peuple se souviendra de Trans Academia. Le peuple se souviendra de beaucoup de choses. C'est en cela que le président Tshisekedi face à ce peuple a droit à une excuse. Posez-vous la question, pourquoi pendant le mandat de Tshisekedi, les étudiants ne marchent pas?
Dites-moi. Pourquoi pendant le mandat de Tshisekedi, le mouvement citoyen, la louche à Filim, il ne marche pas? Parce que ces jeunes-là sont conscients. Gloria Sengaye. Non, mais Gloria n'est pas arrêté. égale à un mouvement citoyen. Mais il ne marche pas. Pourquoi? Parce que... Mais pourquoi Gloria est arrêté? Mais pourquoi, j'ai dit pourquoi la louche ne marche pas? Pourquoi les étudiants ne marchent pas? Ne m'amène pas dans cette polémique. Parce que on évolue. La République démocratique du Congo ne doit pas être un État qui n'arrête pas. La question de savoir pourquoi Gloria est arrêtée, moi je ne le sais pas. C'est au service des renseignements et c'est à vous de mesurer l'ampleur. On a posé la même question avec l'arrestation de M. Salomon Escadela. Pourquoi Salomon a été arrêté? Les motifs de son arrestation ont été bien présentés par le service de renseignement. Donc il faudrait éviter l'amalgame. Je crois aujourd'hui, les étudiants, pour finir par là, sont conscients des universités construites et réhabilitées. L'université de Kinshasa, INBTP Kinshasa, l'UPEN avec des bâtiments complémentaires, l'université de Kananga, l'université de Mbujimaï, l'université de On va évoluer. Ce sont des actions qui restent évidentes. Voilà. Est-ce que vous estimez que l'action menée par l'inspection générale des finances aujourd'hui est complétée par la justice ou il y a une espèce de balance qui ne tient pas? Je préfère la deuxième possibilité, une espèce de balance qui ne tient pas. Parce que lorsque l'IGF mène ses enquêtes, il dresse ses rapports, mais c'est avec une motivation très technique. Parce que d'abord, l'IGF, il faut le dire, est un officier de police judiciaire à caractère spécialisé sur les questions de finances publiques de l'État. C'est-à-dire que lorsque l'IGF amène un dossier auprès des instances judiciaires, en réalité, les instances judiciaires sont liées au rapport dressé par l'IGF. Parce que l'expertise technique est d'émanation de l'inspection générale de finances. Mais malheureusement, toutes ces personnes qui ont été accusées de par un rapport bien motivé par l'IGF ont été relâchées après par la justice congolaise. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des pressions qu'il subit également de la part de politique, lui? L'IGF? Oui. Pression, je dis oui, mais pas une pression qui viendrait du président de la République. Sinon, l'IGF n'aura pas son sens d'être, parce que c'est le président lui-même qui a voulu que l'IGF soit en musique. Mais malheureusement, il y a des gens qui exercent un certain nombre de pressions. Mais qui exerce la pression? C'est les prédateurs, c'est les voleurs de la République, c'est les détourneurs. C'est des gens qui tombent dans la fraude, dans la concussion, dans la corruption. Ce sont ceux-là qui considèrent M. Alinguete comme leur bête noire. C'est tout à fait normal que cette forme de pression soit existée, mais j'apprécie à juste titre la qualité de la résilience de cet homme. Il résiste aux voleurs de la République, ce n'est pas facile. C'est comme ça que moi je considère M. Jules Alinguete comme l'armée, comme le général d'armée financière de la République. Et nous, les jeunes, aujourd'hui, nous avons le devoir de se comporter comme les Ouazalendo. Accompagner cet homme qui traque les criminels économiques. Est-ce que vous savez que c'est lui qui vole $1, c'est lui qui vole $1 million est comparable à celui qui tue 1 million de Congolais? Aujourd'hui, je peux vous le démontrer. Quelqu'un qui vole $1 million, arrêté, condamné peut-être pendant 20 ans, mais lui peut vivre pendant 20 ans ou plus. Quelqu'un qui a détourné 1 million peut dépenser pendant 20 ans, tous les jours, $100. Si vous prenez $100 multiplié par 30 pour que ça fasse un mois, à peine ça vous donne $3 000. Vous prenez $3 000 multiplié par 12 pour que ça fasse une année, à peine ça vous donne $36 000. Si vous prenez $36 000 multiplié par 20 pour que ça fasse 20 ans, à peine ça vous donne $720 000, moins de $1 million. Pour quelqu'un qui dépense $100 tous les jours, il vivra pendant plus de 20 ans. Arrêté, condamné à 20 ans de prison, il va construire à l'extérieur, il va envoyer ses enfants en Europe, il va acheter des véhicules. Voilà pourquoi moi je dis la meilleure sanction contre le détourneur des deniers publics de l'État, c'est la peine de mort. Merci. Alors, on va maintenant parler de vous parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Les gens apprécient votre franc-parler. Vous avez une fluidité dans le langage, c'est vrai. Vous êtes avocat, je l'ai dit à l'ouverture de cette émission. Mais on dit de vous d'être une personne instable politiquement. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Les gens qui disent que nous sommes instables, ben, moi personnellement, oui. C'est faux? Moi, je les considère comme des juges faciles. C'est faux? C'est faux. Ok. C'est simplement des gens qui ne comprennent pas
les réalités. Lesquels? Non mais, nous jeunes engagés dans la vie politique du pays, Oui. nous subissons beaucoup de réalités. Comme quoi? Par exemple, vous êtes dans un parti où le président, dans sa conception du parti politique, pense que le parti, c'est l'affaire du président et de sa famille. Comment vous pouvez imaginer... Et ça, c'était où? Non, ben, je parle... De façon générale. Épargnez-moi de... Ok. Je voudrais vous parler du phénomène... façon générale. De façon générale. La particratie est un phénomène... Alors, si c'est le cas, pourquoi quittez-vous d'un parti à un autre? Parce que vous allez trouver la même situation que vous décriez. Non, mais le comble, c'est que les jeunes qui sont engagés dans la vie politique, la seule difficulté que nous avons, c'est de manquer le moyen. Aujourd'hui, nous avons le moyen, nous pouvons créer un parti politique. Nous avons le moyen, nous pouvons nous inscrire dans la logique d'un candidat président de la République comme l'a fait Constant Mutamba. Nous avons le moyen, nous pouvons prévaloir nos ambitions pour la République. Mais par manque de moyens, les jeunes sont condamnés dans ces prisons à ciel ouvert qu'on appelle le parti politique, au service de quelques individus. Maintenant, vous êtes où? Je suis croyant, adhérent à la vision du président de la République. En dehors d'un parti politique? Je me sens plus à l'aise d'être en dehors de partis politiques. C'est honteux. Ce sont de cimetières à ciel ouvert. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les présidents de partis politiques ne supportent pas de jeunes indépendants d'esprit, de jeunes intelligents, de jeunes capables d'apporter quelque chose de plus au sein de partis? Matata ne l'a pas supporté? Ben, Matata, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Mais le gros problème du président Matata, c'est le gens qu'il a choisi pour la commande de son parti. Je l'ai toujours dit. Tant que c'est parti le LGD. Parce qu'en réalité, le président Matata, technocrate qu'il est, c'est vrai, c'est un gestionnaire de qualité. Il est en pleine mutation des technocrates à un acteur politique pur. Matata n'est pas encore politique au sens de membre de parti politique. Alors, la plus grande difficulté, c'est qu'il a choisi des gens qui n'arrivent pas à pousser le LGD de l'avant. De gens c'est cela qui a été votre problème? Mais bien sûr que oui. D'accord. Je l'ai toujours dit. Alors, et tant que ce problème restera au sein du LGD, le LGD aura un virus qui sera peut-être incurable. Il faut faire très attention. Alors finalement, vous êtes acteur politique. Je vous ai présenté comme acteur politique. Ouais. Mais des fois, vous parlez de Fally Ipupa. On n'essaye pas de vous appréhender. Vous êtes qui finalement? Je suis acteur politique, un Congolais qui aborde le sujet de l'État, parmi lesquels il y a la question de la culture. Beaucoup de gens me posent des questions, mais pourquoi tu abordes ces histoires des musiciens? Exactement. Encore une fois, oui. C'est un cliché très négatif. Mais donnez-nous la bonne réponse. Non mais, à quoi sert alors le ministère de Culture et des Arts au sein du gouvernement? Alors si c'est le cas, il faut promouvoir la culture dans son sens général, mais vous êtes au service de Fally Ipupa. C'est différent. Non mais malheureusement, on ne peut pas promouvoir la culture de manière générale ou la musique de manière générale sans pour autant promouvoir les champions de la musique ou les champions de la culture. Les champions? Qui sont champions pour vous? Non mais il ne faut pas faire de la musique une école où on ne proclame pas le premier. Qui sont champions pour vous? Le premier, c'est Fally. Ah bon? Bien sûr que oui. Ah là, vous devenez fanatique? Je vous le conseille. Vous devenez fanatique? Même si vous me posez cette question dans un angle, je veux dire, footballistique, si vous me posez la question de savoir quel est le meilleur club de la RDC, je fermerai mes yeux et je vous dirai c'est Mazembe. Le meilleur club européen, alors? Je n'entre pas, ça ne me concerne pas. Ah d'accord. Mais pourquoi Fally est le premier? Non mais parce que Fally fait des exploits. C'est le premier musicien congolais à avoir été certifié SNEP, disque d'or. C'est le premier musicien congolais qui est mesuré en termes de vente dans l'industrie musicale autre que l'industrie musicale congolaise qui n'existe pas d'ailleurs. C'est le seul musicien congolais qui a fait Paris Arena à la Défense. 42 000 personnes. Il a généré plus de 3 millions et quelques mille dollars dans un spectacle de 2 heures. C'est le seul musicien congolais à avoir participé dans la conférence USA-Afrique sous Barack Obama et Joe Biden. Et d'ailleurs, il a pris part dans l'une des conférences dans la Maison-Blanche pour aborder la question de la sécurité du Congo. C'est le seul artiste musicien congolais qui a fait les Grammy Awards, le BET Award. Non mais, on parle de quoi? Fally, c'est la concavité, c'est l'autorité archétypale de la musique africaine. Le dire, ce n'est pas un péché. Et vous même si on me mettait des revolvers, je le dirais 10 000 fois. Ah bon? Fally est le meilleur. Et vous mettez Ferrego là où?
cette voix mélancolique, cette voix extraordinaire dont les femmes J'en parlent. veux bien. Ferré, c'est une fierté. Vous le mettez où? Ferré, c'est une fierté nationale. Oui, Ferré, c'est une voix digitale. oui. Mais Ferré a encore des efforts à faire. Lesquels? Parce qu'il chante déjà bien. Non, mais attention. Ah oui. Il chante bien, certes. Il a une belle voix, certes. Je crois que les Mais comment on ceux peut qui mesurer? chantent, ceux qui Non, mais chantent s'il vous disent, plaît. ceux qui chantent disent qu'ils chantent plus que Fally. Moi, je connais pas trop bien la musique, mais ils disent qu'ils chantent plus que Fally. Je veux vous le démontrer. Allez-y. Un bon chanteur Oui. est celui qui a la capacité de naviguer d'abord dans tout style de musique, au-delà de la rumba. Un bon chanteur, c'est quelqu'un... Au-delà de la rumba. Au-delà de la Parce rumba, que vous bien savez sûr. qu'il est le roi de la rumba. Non mais oui, il peut être même le président de la rumba. Mais quand il est. il s'agit des ragandans seuls, quand il s'agit des ragamophiles, quand il s'agit des slow, quand il s'agit des zouk, quand il s'agit des rap purs, alors là, il devient le dernier citoyen de la Michael musique. Jackson n'était pas tous là, il était le roi de la pop, c'est fini. Non mais écoutez, Donc je vous ai Ferré dit, est le s'il vous roi plaît, s'il de vous plaît. la rumba. J'en conviens, Oui. et je vous le concède. Oui. Mais je vous ai dit qu'un bon musicien, un bon chanteur doit être polyglotte. Être en mesure de chanter dans une autre langue que le lingala, par exemple. Un autre aspect d'un bon chanteur, je vous ai dit, il doit naviguer dans tout style de musique. Michael Jackson Moi, je n'a suis chanté d'accord. qu'en Non, mais anglais. je ne voudrais pas qu'on m'amène une polémique autour de Fally et Ferré. Oui. Mais au moins, même Ferré sait Oui. que Fally est les représentants valables de la musique congolaise. Non, ce Ferré ne le sait pas. Kofi le sait. Kofi. Fally et mais Kofi d'ailleurs est très fier d'avoir Fally comme l'un du groupe Quartier Latin. Moi, Mais je il l'ai est sorti toujours- de son école, c'est normal. mais malheureusement, Fally et les Kofi Olomide en mieux. Ah bon? Mais bien sûr. Non, mais ce que Kofi Olomide a fait, Fally ne l'a pas encore Non, fait. mais c'est que Fally a Fally, du non. chemin à faire. Non, mais écoute, c'est que Fally a fait, Kofi ne l'a pas fait. Comme quoi? Disque d'or certifié Snap. Grammy Award, BT Award. Kofi, jamais. Oh, mais il a fait où et quand? Mais votre musicien, il est autotune. On dit ça. Ah, ça, ce sont des histoires. Non, mon répondez frère. à la question. Même si on revient dans la discographie, Autotune, votre même si musicien. on revient dans la discographie de Kofi Olomide, vous pouvez prendre une chanson comme Gros Bébé. Moi, je ne parle pas de ça, d'autotune. Non, moi je Oui. voudrais qu'on reste d'abord dans la discographie, parce que Oui. ça c'est un débat de la rue. Comment ça? Non mais les oreillettes Oui. de sécurité, Oui. c'est ce que nous appelons autotune. Fally devient tellement professionnel qu'il porte des oreillettes pour qu'on lui dise « Monsieur, fais attention, la chanson que tu viens de faire, tu as déjà fait 2 minutes, tu dois arrêter pour transiter à une nouvelle chanson. » C'est ça même le rôle. Mais avec Ferré Gola, il semble que c'est automatique. Non mais c'est parce qu'il est local. Oh, comment Mais ça? c'est clair que ça, quand on n'utilise pas les normes internationales, on devient local. Alors, sur base de quoi vous avez pris un visa de long séjour pour aller en Europe avec Fally Ipupa? Non, mais moi je suis simplement l'invité de Fally. C'est comme... À quel titre? Enfin, je suis un acteur politico-culturel. Je suis un Congolais observateur de la culture musicale de notre pays. Mon voyage, c'est un voyage culturel. Le groupe de Fally, nous pouvons le prendre à un même degré comme par exemple la SNEL, la SNCC ou la GECAMINE, qui pour des raisons d'exploitation d'une matière par exemple, acceptent d'inviter les tierces personnes pour participer mais Manix à cette Yenda, cérémonie-là. vous êtes ministrable comme votre collègue Constant Moutamba. Constant Moutamba. Ouais. Un musicien vous prend comme ça, vous êtes dans sa suite avec les musiciens. Ça ne vous Malheureusement- ressemble pas? Malheureusement, quand Vodacom vous invite à une activité de Vodacom, vous y allez. Je suis journaliste. Ah, moi, je suis politique aussi. Et non, moi, dans ma manière de faire la politique, j'ai des paradigmes de gestion dans le secteur de la culture et plus précisément dans le secteur de la musique. Il faut qu'on parle de l'industrie musicale congolaise ici, chez nous. Il faut qu'on parle de la musique et de l'économie. C'est possible de considérer la musique comme un instrument de paix, de cohésion nationale et de solidarité sociale? La musique peut être considérée comme le boostage et le moteur de la croissance économique? La musique peut être considérée comme le créateur d'emplois dans notre pays? Ce sont là des questions majeures que nous devons nous poser au lieu de rester dans une polémique interminable. Ferré, Fally, pourtant Ferré c'est ce qui est Fally, Fally c'est ce qui est Ferré. Ça c'est un débat. Fally connaît les limites de Ferré, Ferré autant. C'est comme ça. Non, Fally est le représentant Ah non. valable de tout le musicien congolais. Merci. Ça, c'est très clair. Cette C'est- émission c'est- est terminée. Ouais. Manix Yenda, merci. J'aurais d'être- bien voulu le terminer par cet exemple de la discographie de Kofi Olomide.
Oui. Vous prenez la chanson Gros bébé de Koffi Olomide, c'est un équivalent de la chanson Médée. Vous pouvez prendre la chanson Aspirine de Koffi Olomide, on peut dire c'est un équivalent de la chanson Associé. Mais quand vous prenez la chanson des Amore dans la discographie des Fally, vous ne le retrouverez jamais dans la discographie de Koffi Olomide. Koffi Olomide n'a aucune chanson en français à succès. Ah bon? Non mais allez consulter. Koffi Olomide vous suit, hein? Il va venir sur ce plateau, vous savez, il va vous contrer. Je suis habitué à cela. Merci beaucoup. Manik Siyenda, analyste politique, vous êtes avocat, adhérent à la vision du président de la République. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup, avec Floride pour même analyser si tu as été quelques... quand même taquin. Comment? Même si tu as été quand même taquin à la fin. Alors cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien. À très bientôt et avec le même plaisir. Dans le cadre de la préservation deux acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Chopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC.